BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission avec nos critiques. À ma gauche, aujourd'hui, c'est son remplaçant, puisqu'on va parler foot, Vincent Grimaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Alternative économique et Alter Eco Plus, et donc vous êtes le substitute, comme on dit en anglais, de Christian Chavagneux aujourd'hui, qui a pris un repos bien mérité. Par contre, on retrouve le titulaire, Jean-Marc Daniel, professeur d'économie à l'ESCP Europe, le critique attitré de la Société d'économie politique et le directeur de la revue Sociétale. Alors, comme Christian Chavagneux n'aime pas le foot, on en profite cette semaine avec Vincent qui, lui, est fan de foot. Et on vous parle d'abord de son choix, qui est le bouquin du journaliste britannique Andrew Jennings sur le scandale de la FIFA, Vincent. Oui, alors c'est un journaliste écossais assez atypique qui a mené une enquête de fond depuis une quinzaine d'années sur la FIFA. Parmi les éléments de son enquête, il y en a un certain nombre que la justice américaine, elle s'en est saisie et c'est ce qui a conduit à l'arrestation fin mai dernier de certains dirigeants de la FIFA. Donc c'est en partie son enquête qui a abouti à ce scandale. En partie, oui, on va y revenir, mais c'est en partie ça. Parce qu'en fait, son enquête, elle porte sur énormément d'aspects. Du coup, il a découpé le paquebot en plusieurs morceaux thématiques, ce qui ne facilite pas la lecture de ce livre. Et c'est une des critiques par laquelle je commencerai, c'est que c'est un peu décousu. Ça ressemble plus à une compilation d'articles. Du coup, il y a quelques répétitions, quelques éléments pas mis à jour aussi. Donc ça, c'est dommage. Et puis sur le style, c'est un peu outrancier. Assez guerrier. Mais on apprend plein de choses quand même. Mais voilà, là j'y viens. Sur l'enquête, là il y a un travail de fond qui est fait et qui a été fait depuis très longtemps. Il remonte, il met la date de départ de la corruption de la FIFA à 1974. C'est la date où João Havelange devient président de la FIFA. João Havelange, c'est un Brésilien. Qui a pris la tête de la FIFA et qui l'a gardé jusqu'à Sepp Blatter. Et cet homme-là a mis en place un système de corruption vraiment généralisé. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, à chaque Coupe du Monde, la FIFA vend des droits télé, vend des exclusivités à des marques comme Adidas ou Coca-Cola et encaisse des bénéfices là-dessus. Eh bien, ce que montre Andrew Jennings, c'est qu'il s'est allègrement servi dans cette caisse-là, premièrement, et deuxièmement, qu'il s'est servi de tout ça pour assurer ses réélections successives. Alors comment ? Eh bien, en contrôlant les décideurs les plus importants du foot, notamment le patron de la CONCACAF. La CONCACAF, c'est l'association des États d'Amérique centrale, des pays reconnus par la FIFA d'Amérique centrale. Et la FIFA reconnaît en fait de très nombreux États, y compris des petites îles. C'est pas des États, du coup, c'est des pays qui sont reconnus comme membres de la FIFA. Et donc, c'est une fédération très importante parce que des petites îles comme Tahiti comptent pour une voix, un État égale une voix. Et donc, en finançant la CONCACAF, on s'assure une réélection. Et donc ça, en fait, c'est la base d'un système de corruption très généralisé. Et ce que montre Andrew Jennings, c'est que ça ouvre la porte à tout un tas de fraudes, pas seulement de pots de vin, mais aussi de trafic de billets pour assister à la Coupe du Monde, mais aussi d'achat de mondial. À l'aide de la presse allemande, il montre comment il y a des gros soupçons de corruption sur la Coupe du Monde 2006 qui a eu lieu en Allemagne et qui aurait dû avoir lieu en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment une bonne enquête. Jean-Marc, vous qui détestez le football, on peut le dire. Comment avez-vous vécu cette plongée dans l'ONU du foot un peu ? C'est plus que l'ONU du foot parce qu'il y a des débordements vers le CIO olympique. Il y a même un personnage d'origine thaïlandaise, pakistanaise, thaïlandaise, qui corrompt aussi tout le monde de la boxe. C'est une description effectivement de cette espèce d'opium des peuples qui est devenu le sport. Et comme tous les opiums, ça génère du narcotrafic. Ce qui est un peu décevant dans cette approche, c'est qu'effectivement, je rejoins les deux critiques sur le fait que c'est assez confus. De temps en temps, ça part dans tous les sens. On apprend sur le fait que M. Havelange est tellement corrompu qu'il trompe sa femme. Et donc, il y a tout un passage indigné sur les relations extra-conjugales de M. Havelange. Bon, et puis, alors, effectivement, c'est tout rancier dans le style. C'est-à-dire, il y a une description, il y a des attaques à hominem, ils mangent tellement de homards et tout ça. Regardez, ils sont obèses, ils sont difformes physiquement, mentalement. Bon, et ce qui est décevant... C'est vrai qu'on sent qu'ils les aiment pas. Ils les aiment pas, oui, ils les aiment pas. Non, mais absolument. Et ce qui est un peu décevant, c'est qu'en fait, c'est une génération de journalistes d'investigation qui est née un peu avec le Watergate. Donc, il cherche désespérément sa gorge profonde et il n'a pas véritablement de gorge profonde. Donc, beaucoup de ces informations sont quand même issues d'un procès fondamental qui est un
un procès qui a été fait en Suisse à la suite de la faillite d'une filiale d'Adidas, qui était une filiale qui était au centre du dispositif de corruption autour de la FIFA. Et donc, il y a beaucoup d'informations qui sont en fait issues du procès, de la justice suisse. Et donc, je pense que plutôt que cette espèce de ton outrancier, cette espèce je vais vous révéler des choses bizarres avec des gens corrompus et tout ça, un ton plus neutre. Et puis... Il y a beaucoup de roulements de tambour, mais du coup, on est un peu déçus. On est un peu déçus, et je pense qu'en particulier, il aurait pu y avoir un travail un peu plus précis, minutieux sur comment ça fonctionne réellement, qui a le pouvoir. Effectivement, il y a le portrait du responsable des Caraïbes, là, qui le décrit comme un ancien professeur d'histoire. C'est intéressant, d'ailleurs, le personnage, il le décrit au début comme quelqu'un d'assez honnête et dévoué au football, et puis qui devient à la fin une crapule, qui organise des escroqueries à l'assurance avec des faux cambriolages dans le Sofitel de Marseille. En fait. Et donc, je pense qu'il y a un problème de style, et il y a un problème de positionnement de tous ces livres par rapport à qu'est-ce que c'est que le journalisme d'investigation. On n'a pas besoin de savoir qu'il est journaliste d'investigation. Après tout, la justice suisse fait son travail, et c'est plutôt là-dessus qu'il aurait dû s'appuyer. Allez, on passe, messieurs, au choix de Jean-Marc, un choix différent, tous digitalisés. Et si votre futur avait commencé sans vous, c'est écrit par Manuel Diaz et c'est publié chez Duno. Jean-Marc, pourquoi avez-vous aimé ce livre ? Oui, alors j'ai choisi ce livre parce que c'est un livre qui décrit effectivement le monde dans lequel nous allons vivre, en disant mais ce monde dans lequel nous allons vivre, il existe déjà. C'est-à-dire vous ne mesurez pas à quel point le monde du numérique, le monde du digital est en train de pénétrer votre vie, avec un certain nombre de considérations sur plusieurs éléments. Le dernier chapitre, le chapitre 9, c'est même une espèce d'échappée vers le transhumanisme. Votre cerveau va être transféré vers des banques de données et vous allez continuer à réfléchir quand votre corps sera mort. Donc ça, c'est un peu bizarre, mais la partie avant est intéressante parce qu'il examine par type de fonction économique. Grosso modo, il dit on va passer d'une société qui était très orientée vers le producteur vers une société qui sera totalement tournée vers le consommateur, et une société dans laquelle le mode d'organisation des relations du travail et de production a été hiérarchisé, vers des sociétés d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, donc des sociétés à la fois plus libres, plus indépendantes, mais plus responsables. Alors il y a des pistes, à un moment donné, il dit on va aussi vers une société qui va perdre le sens de la propriété, on va tout louer. Sauf que quand on loue à quelqu'un, et ce quelqu'un sera le propriétaire. Et donc, on voit bien qu'effectivement, il y a encore, dans cette réflexion qui est en train de naître sur le numérique, sur le digital, des pistes de recherche, des pistes de réflexion. L'avantage du livre, c'est que c'est écrit de façon simple, c'est clair. Il y a une préface de l'ancien PDG, du PDG d'Accor, de Bazin, qui est assez, là aussi, qui dit dans la vie quotidienne d'une entreprise, le digital est là. Et donc, c'est à la fois une façon de faire le point de façon intelligente et de façon de se réfléchir par soi de ce qui va arriver. Juste, voilà, petite réserve que j'avais, peut-être, est-ce que c'est pas, on va dans un monde merveilleux, un peu le pays de oui-oui, quoi. Écoutez, c'est l'avantage un peu de ce genre de livre. Il y a tellement de textes que j'appelle ludites qui nous disent il faut tout casser, il faut arrêter ces machines, on va vivre un enfer, le 19e siècle de Dickens sera après tout, paradis. vous avez raison. Donc de temps en temps, on dit écoutez, non, le progrès c'est bien, ce qui va nous arriver plutôt va améliorer notre destin. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est vrai. Vincent Grimaud, est-ce que vous avez aimé ce tous digitalisé ? Au départ, non. J'ai cru qu'on allait avoir ce qu'on a au début, c'est-à-dire un catalogue de nouveautés, comment la technologie va tout changer. Ah bah vous voyez, c'est un peu ça que moi j'avais vu et je m'étais un peu arrêté là. Ouais, et comment, en fait, comment tout est bien. Et il y a assez peu de recul, en fait. Pas de recul, je pense qu'il l'a, mais qu'il ne l'évoque pas. Assez peu de réserve sur toutes les limites qui sont à la fois d'un côté le contrôle de données, puisqu'il dit que l'or du 21e siècle, ce sera les données personnelles. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez acheter, etc. Et de l'autre côté, il n'y a pas trop de réserve sur l'utilisation de la technologie pour ce qui est tout ce qui nous touche au plus profond, c'est-à-dire le corps humain, le génome, etc. Ça, c'est gênant. Après, c'est vrai que ce qu'il explique formidablement bien, c'est comment l'économie est en train de basculer d'une économie presque fordiste, de masse, du côté de l'offre, vers une économie de la demande, où là où les entreprises vont gagner des marchés ou les perdre, c'est en se rapprochant du consommateur et en étant au plus près de ses besoins. Il parle d'expérience client et il se trouve que j'ai fait une enquête sur Blablacar récemment et ce que me disait Blablacar, il me disait qu'ils avaient réussi leur bascule, ils avaient réussi à devenir leader justement en se rapprochant au plus près de leurs clients. Il dit ça paraît bête, mais en fait personne ne le fait vraiment. Et donc comment les entreprises vont devoir basculer ? En fait, il est assez dur avec les entreprises. Il dit le problème des entreprises, c'est pas les salariés qui seraient assez formés ou pas assez formés, mais c'est comment elles vont laisser de la place à leurs salariés
pour qu'ils puissent se rapprocher de leurs clients et donc apporter les solutions. Donc en fait, il parle d'une économie beaucoup plus horizontale où les salariés auront beaucoup plus de place. Et c'est assez intéressant de ce point de vue-là également. Jean-Marc, le mot de la fin? Oui, le mot de la fin, je crois que le véritable enjeu, c'est est-ce que le mot salarié va continuer à avoir un sens. C'est ça le véritable enjeu. C'est effectivement, on va vers une société où le Fordisme est mort et le salarié va probablement devenir une notion totalement différente de ce qu'elle était il y a au siècle dernier. Et bien du coup, mon cher Jean-Marc, j'en profite pour saluer la couverture et le dossier principal du dernier numéro de nos camarades de l'Expansion qui est consacré à la fin du salariat, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet passionnant. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve dans quelques secondes pour la dernière partie de l'émission.